Salut tout le monde, ici Posthuman Gamer pour un unboxing du starter set The Resistance, la résistance, pour le jeu Drop Zone Commander. Donc voilà la boîte de ce starter set. Donc il s'agit d'un starter set résine et métal, et contrairement aux autres starter sets qui eux sont en plastique, il existait des starter sets en résine avant leur sortie, mais je crois qu'ils ont été remplacés. Je ne sais pas si c'est toujours possible de les trouver, peut-être sur le site de Hawk, Wargame. Sinon, il est possible d'acheter les unités résine. Il me semble qu'elles sont toujours disponibles indépendamment dans des blisters. Donc voilà pour la petite histoire des starter sets. Alors ce starter set résine pour The Resistance restera probablement sous forme résine parce que a priori Hawk Wargame, en tout cas Dave, a déclaré que c'était trop compliqué de faire une version plastique pour des contraintes que j'ai évoquées dans l'unboxing du PHR starter set. Au niveau des moules, en fait, on ne peut pas réaliser toutes les formes qu'on fait en résine et en métal, en plastique, parce que les moules ne sont pas les mêmes. Donc ce starter set restera probablement sous cette forme, ce qui n'est pas forcément un mal, puisque à la différence des autres starter sets, je ne suis pas sûr qu'une version plastique apporterait grand chose. Écoutez, je vous propose de regarder ce starter set en détail. Chose que je n'ai pas fait avec le starter set PHR. Voilà l'arrière de la boîte, donc où on voit le contenu, donc les unités qui sont à l'intérieur, un peu de blabla. On a aussi donc le prince de Troie, qui est l'un des commandeurs célèbres pour la résistance. Le prince de New Troy, pardon, autant pour moi. Et donc voilà pour la boîte. On va enlever la boîte, on va la mettre derrière, voilà, comme ça. Et donc je vais vous présenter ce qui a son contenu, ce qui est à l'intérieur. Donc comme pour les autres starter sets, on a une notice explicative qui montre comment assembler les différentes figurines qui sont à l'intérieur. Alors là, c'est limite pour... si jamais vous avez vraiment besoin de cette notice, c'est vraiment qu'il y a un truc qui vous a échappé. Parce que juste en regardant les figurines, je pense que c'est assez évident. Voilà. Bon, après, et peut-être éventuellement pour les Gunwagon, montrer qu'il y a le petit support qui permet de tenir les canons, et qu'il y a une partie à l'avant, une espèce de pare-choc blindé. Voilà. Parce que par exemple, le transport de troupes de la résistance, le Jackson est en une seule pièce, donc rien à monter, facile. Le Hannibal, c'est la tourelle plus le châssis. Là, encore une fois, c'est très simple. Bon, le Kraken, ça va, il y a 3 pièces. Les réacteurs et... Ah non, 4 autant pour moi, il y a la rampe. Donc 4 pièces pour le Kraken, qui sont assez évidentes. Enfin, classique, l'infanterie, il suffit de mettre les petits bonhommes dans les trous. Donc, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? On a aussi l'habituelle feuille, la liste d'armées du contenu de la boîte, qui permet de jouer directement contre, par exemple, un autre starter set. Donc on prend le contenu de la boîte, on l'assemble, et on peut commencer à jouer immédiatement. Tout est là, les caractéristiques des unités, avec leurs armes, leurs règles, et de l'autre côté, l'ensemble des règles spéciales qui concernent cette armée, et les tables qui sont communes à tout le monde. Donc voilà. Encore une fois, une bonne idée. Ensuite, quelque chose que j'avais aussi dans l'autre starter set, que je vais rapidement évoquer, c'est une espèce d'état des lieux de est-ce que tout est bien dans la boîte, une espèce de formulaire rempli par la personne qui l'a rempli. Voilà, on va mettre ça de côté, c'est pas très intéressant. Donc le petit sac avec les socles pour les volants. Donc ah oui, il y en a 3 parce que en fait j'ai un 3e blister de Liftalk que j'ai dû rajouter dedans. Normalement vous n'avez dans ce starter set que 2 socles de volant, pas 3. C'était
c'est pas que j'ai été gâté, hein, il m'appartient bien celui-là. Donc voilà. Donc tant qu'on parle des lift talk, les voici. Alors, on va les sortir. Donc il s'agit du transport, du dropship en fait de la résistance. Donc c'est les anciens dropships des forces humaines pendant l'invasion Scourge. Et donc en fait ils ont été récupérés par la résistance, ceux qui étaient encore en état, ou ils ont récupéré ceux qui n'étaient plus en état, ils les ont retapés. Et donc en fait, comme l'explique Dave dans une de ses interviews, on va dire le concept des unités avant l'invasion est différent des unités par exemple de l'UCM qui sont faites dans un autre objectif. Donc avant l'invasion du Scourge, les humains avaient beaucoup de moyens, ils n'avaient pas vraiment d'ennemis, et donc ils se sont permis des choses un peu extravagantes comme le Hannibal, le Alexander, qui est donc le tank de commandement de la résistance, le Lift Hawk, qui est donc paradoxalement, il est censé avoir 2 siècles par rapport, ou plus de 160 ans par rapport à un équivalent, un Condor de l'UCM. Mais en fait, c'est un dropship qui est supérieur au Condor, par exemple. Il est beaucoup plus blindé, puisqu'il a un point de blindage de plus. Il est beaucoup mieux armé, en fait, parce que non seulement il a des missiles comme le Condor, mais il a aussi la mitrailleuse, la même. Je crois qu'elle est un petit peu mieux que celle du Condor, elle est peut-être énergie 5 de mémoire. Il peut aussi avoir une tourelle anti-aérien, donc c'est l'un des rares dropships du jeu à avoir une arme anti-aérienne. Et niveau du déplacement, je crois que c'est similaire au dropship de l'UCM. Il me semble que c'est 16 pouces. Je vais vérifier tout de suite. C'est donc bien 16 pouces. Il est possible que... En fait, c'est équivalent au Neptune, donc le dropship du PHR. Donc il est probablement un peu plus long que le Condor. Mais il a 4 d'épée au lieu de 3, donc il est plus lourd que le Neptune. Plus lourd que l'équivalent en fait du PHR. Donc voilà pour la petite histoire du dropship. Donc sinon, le modèle en lui-même est plutôt simple à assembler. On a le corps principal de l'appareil qui est là, donc avec un design qui est assez original, hein, on ne peut pas dire le contraire, un espèce de mélange futuriste, rétro-futuriste en fait on va dire, entre un bombardier de la Deuxième Guerre mondiale et un espèce de chasseur à réaction. Je saurais pas trop comment dire en fait, mais j'aime assez. On a des espèces de petits réacteurs d'appoint au niveau du cockpit ici. D'ailleurs, on a 2 cockpits. On a une espèce de poste de pilotage principal probablement, et puis à l'avant, ça doit être le poste du mitrailleur ou du tireur. Je sais pas trop. En tout cas, ça lui donne un aspect vraiment qui sort du lot. On peut pas dire le contraire. Donc on a pour chaque appareil, on a une paire de réacteurs qui viennent sur les côtés, hein, ici et là. Comme ça. On a aussi donc la fameuse tourelle anti-aérienne, donc voilà les canons. On a bien évidemment un support qui vient ici dessus. Hop. Globalement, je dirais que c'est un modèle qui est un peu plus compliqué que les autres dropships. Il y a un peu plus de pièces. Les lignes de moulage sont un petit peu moins bien placées. Par exemple, je ne sais pas si on le voit très bien ici, là, au niveau de mon doigt, il y a une vilaine ligne de moulage généralement, voilà, qui est particulièrement embêtante parce qu'elle est un petit peu mal placée. Il y a des petits détails qu'il faut faire attention à ne pas limer avec le reste. On a évidemment la même de l'autre côté, voilà. Sinon, à part ça, non, généralement ça va. À part ce petit détail ici. Bah, si vous vous ratez, bon, bah, ça se verra à la peinture, hein, tant pis. Donc voilà, sinon j'ai rarement eu des problèmes avec ce modèle-là. Et c'est la même base pour le Barrel Bomber, donc qui est un espèce de chasseur bombardier pour la résistance en version férale, donc les sauvages, les cannibales.
Je vais donc mettre de côté les dropships. Je vais sortir les Jackson. Donc ils viennent dans leur petit sac. 3 Jackson. Donc ce sont les transports de troupes. L'une des possibilités que vous avez pour amener des troupes sur le champ de bataille pour la résistance, sachant qu'il y a en tout, on va dire qu'il y a 3 possibilités pour avoir des transports de troupes pour la résistance. La première, c'est le Jackson, donc c'est ici. Donc il y a un transport de troupes blindé en fait, qui a été récupéré. La récup, encore une fois, hein, c'est des espèces de half-track qui servaient plutôt pour les forces de l'ordre, pour par exemple le SWAT du futur. Ils avaient ce genre de véhicule. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont des espèces de lance-grenades intégrées sur les côtés, qui servaient probablement plutôt à lancer des grenades lacrymogènes plutôt que des grenades anti-chars. Mais maintenant, la résistance utilise plutôt des grenades anti-chars et on peut aussi acheter une version modifiée qui permet de lancer des drones, des Spider Drones, qui viennent aider les unités en CQB. Alors j'ai du mal à voir si c'est anecdotique ou vraiment utile. Là, il faudra vraiment qu'un joueur Resistance chevronné nous en fasse part, qui nous fasse part de ses retours. Est-ce que les Spider Drones lui sont vraiment utiles ou est-ce qu'il préfère garder les grenades launcher et économiser ses points, puisque l'upgrade n'est pas gratuite. Donc voilà. Bon, le modèle en lui-même ne nécessite aucun assemblage. Il y a un petit peu de flash à l'arrière à enlever au niveau de la porte. Ici, là, rien de très méchant. Hein. Normalement, ça devrait être fait en à peu près 1 minute par modèle. Globalement, ceux que j'ai peints, j'ai trouvé que c'était très agréable à peindre. Déjà parce qu'ils sont assez petits et compacts, donc ça se peint très très vite. Il y a de belles surfaces, on peut vraiment se faire plaisir au niveau des éclaircissements. Et le modèle en lui-même, comme il n'est pas très très imposant, ça va très vite. Et donc on a rapidement terminé avec l'unité des 3. Et je trouve qu'ils ont un look sympa, hein, ils ont vraiment de la gueule. Et donc ici on a l'espèce de support qui vient pour accrocher au niveau du dropship hein, en dessous. Donc voilà pour les Jackson. Je vais peut-être juste terminer en disant que contrairement aux autres armées, la résistance, en tout cas pour le starter set, ils peuvent prendre donc 6 socles d'infanterie, mais divisés en 3 escouades de 2, puisque chaque Jackson accueille 2 unités d'infanterie, enfin 2 bases, 2 socles d'infanterie. Le gros avantage que ça a, c'est un avantage, enfin en tout cas de ce que moi mon expérience personnelle en jeu, c'est que ça veut dire qu'ils peuvent se séparer en 3 groupes, au lieu d'être seulement en 2 groupes, par exemple pour l'équivalent chez l'UCM, où un Condor emmène 2 bears qui a chacun 3 socles d'infanterie. Donc, par exemple, dans une mission comme Recon, ou une mission avec des objectifs, chacun des Jackson peut emmener son infanterie dans un bâtiment différent. Et donc, ils peuvent se séparer et être peut-être éventuellement plus efficaces. Mais ça voudrait dire aussi qu'ils sont plus vulnérables. En cas de CQB, par exemple, il y aura moins d'infanterie résistance. Donc c'est à double tranchant. Mais je pense quand même que c'est un avantage. Parce que ça permet plus de flexibilité. Voilà. Donc encore une fois, les joueurs de la résistance confirmeront ou infirmeront ce que je dis. On va donc ensuite passer au tank. Donc le Hannibal. Qui est donc, là encore une fois, une unité récupérée avant l'invasion. Donc, pour la petite histoire, les humains se sont fait envahir par le Scourge, ils se sont fait ratiboiser, ils ont perdu. Et donc, ils ont fui. Ceux qui pouvaient ont fui. Et ils ont laissé derrière eux beaucoup de matériel militaire encore en état de fonctionnement. Et donc, la résistance est arrivée, a récupéré ça et s'en sert. Enfin, en tout cas, de ce qu'ils ont pu récupérer. Donc, évidemment, la résistance, c'est, comme son nom l'indique, c'est plutôt une armée de guérilla. Et c'est pas vraiment une armée qui va chercher à faire une bataille rangée et qui va submerger l'adversaire sous le nombre, la masse, contrairement à l'UCM qui a 1 milliard de soldats. Bon, je ne sais pas exactement quelle est la quantité de soldats de la résistance, mais je suppose que ça va être très limité. Hein. C'est plutôt pour des opérations coup de poing, voilà, pour prendre un objectif et puis disparaître, par exemple. Donc ça, c'est pour le background de l'armée. Donc le tank Hannibal qu'on a ici, en fait, c'est un tank qui date d'il y a 160 ans et qui a donc des défauts qui sont inhérents à cette époque. Déjà, c'est un tank qui est beaucoup plus cher que les autres unités de base par exemple de l'UCM.
je crois qu'il vaut au moins 40 points. Il vaut 45 points. Donc ce qui est beaucoup plus qu'un sabre par exemple, qui est le tank de base de l'UCM. Par contre, il a un blindage de 10 comme le sabre, et il est un peu plus lent, je crois qu'il a que 3 pouces de déplacement, mais par contre il a 2 canons. Donc il a un espèce d'obusier de coque qui en tire, qui tire seulement sur l'avant, qui a une énergie 9, et son canon principal donc, qui est lui sur tourelle, et qui a une énergie 10, et qui par contre lui ne porte qu'à 18 pouces au lieu de 24 pouces pour le sabre. Les deux canons en fait ne portent que jusqu'à 18 pouces. Donc ça veut dire que globalement un Hannibal est peut-être pas inférieur à un sabre, mais dans un duel, le Hannibal risque de prendre le premier coup, sûrement survivre, puisqu'il a 2 d'épée, il a 2 points de vie on va dire, un blindage de 10, et s'il peut s'approcher à portée de tir, il pourra peut-être rendre la monnaie, et donc est-ce qu'il est équivalent à un sabre? Je dirais que c'est une unité qui sert peut-être pas à la même chose qu'un sabre. C'est une unité qui est plus là pour prendre des coups que pour les rendre. Sans doute que ces canons sont peut-être plus efficaces pour tirer sur des bâtiments ou des unités qui s'approcheraient. Là, j'avoue que mon expérience de jeu est insuffisante pour pouvoir vraiment apporter un jugement suffisamment... un jugement que j'estimerais suffisant, en tout cas en la matière. Alors on voit que bon, l'assemblage est très simple, hein, puisque c'est déjà fini. Il n'y a plus qu'à les coller, si on le désire. Là, j'ai un de mes tanks que je m'aperçois, son canon a eu un petit problème, hein, puisqu'il est complètement tordu. Enfin, complètement, un petit peu tordu. Donc ça, ce genre de problème, hein, si vous l'avez jamais résolu, c'est très simple en fait. Il suffit de prendre un peu d'eau très chaude. Enfin, bon, une eau à 60 degrés, celle qui sort du robinet devrait suffire, et de plonger juste donc la partie qui est tordue dans l'eau quelques secondes, et puis après de redresser ça avec les doigts du mieux qu'on peut. Et une fois que ça refroidit, normalement ça devrait rester droit. Normalement. Si tout va bien. Donc voilà pour l'Hannibal. C'est une figurine que j'aime beaucoup au niveau du look. Je dois dire que elle a une bonne tête. Le Hannibal a une bonne tête, hein. Je suis fan, j'aime beaucoup son design, je préfère nettement le design du Hannibal à celui du sabre par exemple, avec lequel j'ai un problème. C'est peut-être juste un peu dommage que ce soit une unité qui généralement est un peu laissée de côté par les joueurs résistance, de ce que j'ai vu, qui ont tendance à considérer qu'en fait, comme je l'expliquais, il n'a pas un rôle très défini, c'est pas un chasseur de tank. Il n'est pas a priori pas très bon dans ce rôle-là. C'est plutôt une unité qui va encaisser des coups et sur laquelle on tirera pas trop parce que c'est pas vraiment considéré comme étant une menace sérieuse. Alors j'aimerais bien quand même un jour pouvoir jouer mes 6 Hannibal dans une partie, parce que oui j'en ai 6, me demandez pas pourquoi. Donc voilà, une fois que ces deux-là seront peints, en tout cas j'en aurai 6. Et je compte bien les jouer, si l'occasion se présente. Je vais donc passer les ranger de côté. Passer à l'avant-dernière unité. Non, pardon. Il reste encore 3 trucs à voir. Il y a trop de choses dans ce starter set. Donc, les Gunwagen. Donc, les Gunwagen, en fait, il s'agit de camions civils qui ont été récupérés par la Résistance et sur lesquels on a monté des canons. Tout simplement. Hein. C'est tout bête. C'est vraiment l'ambiance. Là, on passe vraiment à l'ambiance Mad Max. On récupère des trucs, on monte des machins, on bricole, on colle des plaques de blindage un peu n'importe où pour essayer de renforcer tout ça. C'est la bricole. On est très très loin du militaire professionnel, de l'UCM par exemple, où tout est cadré, tout est prévu, machin. Tout est hyper millimétré pour être le plus efficace possible. Non, là c'est tout l'inverse. Hein. Donc, voilà à peu près... Ah, je crois que j'ai un support de canon en trop. Ça c'est super, hein, parce qu'on n'en a jamais trop. Donc voilà les différentes pièces qui constituent les Gunwagen. Donc il y a 3 Gunwagen dans le starter set. Donc il s'agit de l'unité anti-aérienne du starter set en réalité. Les Gunwagen en fait sont des unités avec un blindage vraiment faible. Hein. Elles ont, je crois que 600 blindage et 2 d'épée. Ce qui veut dire qu'un tir de sabre aura une chance sur 2 à peu près de faire exploser le Gunwagen directement. En plus, ils n'ont pas de contre-mesure, ce qui veut dire qu'on peut leur tirer dessus depuis très très loin.
Et ce qui implique donc de les jouer d'une manière complètement différente des autres unités, par exemple d'une rapière de l'UCM ou d'un Phobos du PHR. Donc, ah tiens, ça c'est un morceau de dropship. Bon, je vais mettre de côté. Donc, de quoi se constitue un Gunwagon? En fait, il y a donc le camion lui-même qui est là. Ensuite, il y a un modèle de pare-choc. On choisit celui qu'on veut, qui se colle à l'avant. Là, tout est prévu, hein, il y a l'emplacement qui est prévu. Ensuite, il y a la tourelle. Donc, on a le support de tourelle et les canons. Ah bah, en fait, j'ai un canon en trou. C'est peut-être un de mes canons de dropship hein, qui s'est transféré dans ce sac sans que je fasse attention. Donc, alors, ce qui est appréciable avec la résistance, c'est que comme c'est une armée à la Mad Max, où c'est de la récup, c'est des véhicules civils, il n'y a pas vraiment d'homogénéité dans les unités, ça aurait vraiment fait bizarre. Donc en fait, en tout, il y a 3 modèles de camions. Donc il y a celui-là qui a un peu un avant un peu arrondi, comme ça. Il y a celui-ci qui est un peu un espèce de look camion américain énorme. Et il y a celui-là qui a un look un petit peu différent, qui est un petit peu entre les deux. Plus, il y a donc 3 pare-chocs différents. Voilà, donc il y a un espèce de machin de locomotive, un autre qui ressemble un peu à un truc de chasse-neige, et puis un bidule avec des pointes là qui est probablement pas un truc qui existait à l'époque où les camions étaient encore en service, hein, parce que sinon je pense que la police aurait eu 2-3 mots à dire au gars qui était au volant quand même, hein, parce qu'avec des pointes comme ça, c'est juste fait pour tuer les gens. De la même manière, normalement il y a 3 modèles de canons, donc voilà. Et même les supports, il y a plusieurs modèles différents, même si ça se voit un petit peu moins, parce que c'est tout petit. Donc les 3 modèles de canon, on a un espèce de modèle qui ressemble un peu à une espèce de railgun, comme ça. Il y a une espèce de sulfateuse, avec 2 canons, et une autre espèce de mitrailleuse avec 4 canons jumelés. Voilà. Et donc j'ai un canon en trop. Et donc une fois qu'on a assemblé les différents camions, si on en a plusieurs, on peut essayer de varier les pare-chocs et les canons pour avoir quelque chose de très hétérogène et donc d'avoir vraiment une armée qui semble composée de briques et de brocs avec des véhicules qui ne sont pas similaires les uns aux autres et qui donc renforcent cette espèce de sentiment d'avoir une horde de véhicules assemblés, de véhicules de fortune en fait. Donc, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus sur les Gunwagon. Je vais donc en parler du Kraken, donc qui est l'autre type de transport de la résistance, donc qui sont des hydroglisseurs en réalité. Voilà, il va bien vouloir sortir de son sac tout seul. Enfin, je l'aide un peu. Allez, hop, voilà, très bien. Donc en fait, le Kraken est un hydroglisseur assez grand. Il reste quand même encore d'une taille manipulable facilement, on va dire. Mais à l'échelle du jeu, c'est énorme. Hein. Il faut s'imaginer que là-dedans, on met les 3 camions. D'ailleurs, je peux le faire. Hop. 1, 2 et 3. Voilà les 3 camions qui tiennent dans le Kraken sans aucun problème. L'autre possibilité, c'est soit 2 bus de combat, ou alors 6 Technicals, qui sont des voitures avec des petits canons, ou des lance-roquettes. Et comme toujours avec Drop Zone Commander, on peut essayer, ça tient. Voilà, j'ai réussi à faire rentrer mes 3 camions, et je peux vous garantir, je fais rentrer mes 2 bus ou mes 3 Technicals à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Donc le Kraken lui-même est composé de 2 réacteurs, un de chaque côté, là, qui viennent sur les supports, comme ça, et une rampe. Alors attention, le bon sens, c'est comme ça, donc la partie la plus lisse, en fait, vient à l'intérieur, et la partie avec les espèces de pointes vient devant, comme ça. Et donc, tant qu'on ne l'a pas collé, il est possible de l'actionner, donc en position baissée, en position remontée, hop, voilà. Donc j'aime beaucoup le Kraken. Je dois dire que je suis assez fan de l'idée d'avoir des hydroglisseurs dans un jeu comme Drop Zone Commander. Déjà, c'est original. Je trouve ça vraiment le concept assez génial. En plus, il a un petit canon sur le côté, là, au niveau de mon pouce. Donc il a énergie 9, portée 18 pouces. Ce sera probablement plus pour tirer sur des bâtiments que pour essayer de tuer une unité comme un sabre, par exemple. Les chances sont très faibles. Mais bon, on ne sait jamais. Le gros avantage, donc,
du Kraken par rapport aux autres transports, bon déjà il n'a qu'un mouvement de 10 pouces, hein, ce qui peut sembler faible, mais l'avantage en fait c'est que le Kraken et les autres hydroglisseurs, quand on débarque, on a le droit de sacrifier une opération d'embarquement désembarquement pour avoir le droit de tirer. Donc on peut débarquer et tirer, ou rembarquer après avoir tiré. Ce qui peut permettre de faire des choses assez moches, je pense. Surtout étant donné que la plupart des unités qui rentrent dedans, non, voire même toutes les unités qui sont transportées par le Kraken n'ont pas de contre-mesure active. Le bus, donc les gun wagons, les technicals, enfin les wagons et les technicals, puisqu'il y en a différents types. Et donc ça veut dire que par exemple, il est très bien possible de ramener le Kraken, débarquer des gun technicals qui peuvent tirer tout de suite. Et donc ça fait 5 pouces pour le Kraken. Les gun wagons, ils vont débarquer à 3 pouces du transport. Et ils vont pouvoir encore faire la moitié de leur déplacement. Je crois que c'est de 3 pouces. La moitié de 6. Ce qui veut dire qu'en tout, ils peuvent faire 11 pouces et tirer. Ce qui n'est pas négligeable. Je pense que ça peut vraiment surprendre la première fois. Donc voilà pour le Kraken. Lui-même, il est assez costaud. Il a quand même un blindage de 9. Je crois qu'il a 4 ou 5 d'épée. Il y a 4 d'épée. Il vaut 38 points, ce qui n'est pas très très cher. Ah, il a une armure de 8, autant pour moi, pas 9, 8. Donc voilà pour le Kraken. Je vais le mettre de côté pour pouvoir parler de la dernière unité du starter set, c'est-à-dire l'infanterie. Donc voilà mon sac d'infanterie. Comme on peut voir, ils sont tous sur la grappe. Infanterie métal, socle en plastique. Ce que je préfère en fait. Les socles résine, c'est vraiment... C'était pas terrible. Alors, est-ce que je vais réussir à les voir sans tout déchirer? Je vais devoir poser la caméra pour l'instant. Voilà. Donc, mon infanterie de la résistance. Donc, comme le Scourge, comme l'UCM, on a en tout 30 soldats en fait. On a donc 6 socles de 5. Et donc, ils viennent sur leur grappe. Chaque grappe est identique, hein, c'est évident. Donc là, voilà, par exemple, en fait, on a sur une grappe, on a 5 soldats avec chacun une pose différente. Donc en tout, on a 5 poses pour nos 30 soldats. Ce qui est possible de faire, c'est soit de panacher, mettre plusieurs soldats avec une même pose sur un même socle, histoire d'avoir une certaine variation, ou alors juste simplement, comme ce que j'ai fait, c'est simplement varier l'emplacement de chaque soldat pour éviter que chaque socle soit... pour que tous les socles soient un petit peu différents en fait. Ça permet d'avoir un petit peu plus de variantes. Donc les soldats en eux-mêmes, en fait, on voit qu'ils sont bien détaillés, hein, ils ont des poses assez dynamiques. J'aime assez, hein, et en tout cas les soldats métal, je suis beaucoup plus fan que la version plastique, hein, qui sont vraiment atroces. On remarque qu'ils ont tous un espèce de petit lance-roquette dans le dos, puisqu'en fait ils sont équipés d'un petit fusil mitrailleur qui est là pour dire qu'ils ont une arme, hein, parce qu'on le sait bien, en Drop Zone Commander, l'infanterie a très peu souvent l'occasion de se servir de ses armes anti-infanterie, on va dire. Sauf si dans le cas où un dropship s'approcherait trop près d'une façade, mais là, et encore, ça utilise des règles bien spéciales. Mais la particularité des soldats de la résistance, c'est qu'ils ont chacun un lance-roquette, mais à usage unique. Ce qui veut dire qu'une fois dans la partie, vous pouvez tirer 5 roquettes depuis un socle d'infanterie. Donc c'est des roquettes assez standards, hein. Je crois que c'est pratiquement les mêmes que celles de l'UCM, elles sont peut-être même un petit peu moins fortes. Énergie 6, 3 plus pour toucher, portée de 18 pouces en portée totale, et en portée contre les mesures actives, c'est 6 pouces seulement. Donc c'est peut-être un petit peu moins bien même. Par contre, ils ont la règle focus 2, ce qui veut dire qu'ils peuvent sacrifier donc 2 tirs pour augmenter. Ils peuvent sacrifier un tir réussi pour augmenter la force d'un autre tir de 2. Ce qui veut dire qu'avec 3 tirs réussis, on a déjà un tir de force 10, enfin d'énergie 10, ce qui n'est pas négligeable, et ce qui peut même permettre, pour les tirs d'un seul socle, on pourrait envisager un tir de force 12 ou 13, ce qui serait carrément bien. Mais une fois dans la partie. Donc voilà pour l'infanterie, la résistance. Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire.
Globalement, c'est l'infanterie la moins chère du jeu. Je crois qu'ils sont à 24 points. C'est ça, au lieu de 25 ou 26 pour l'USCM. Leurs autres caractéristiques sont à peu près similaires. 2 en armure, 1 en valeur de CQB, 3 plus en fortitude. Leur petite particularité, c'est qu'ils ont la règle souterraine, donc ce qui veut dire qu'ils pourraient très bien débarquer d'une drill, une foreuse, ou rembarquer dans une foreuse, mais ça voudrait dire qu'en fait ils se passent d'un autre moyen de transport. S'ils veulent débarquer depuis une foreuse, ça veut dire qu'ils sont à pied, ce qui est en général une mauvaise idée à Drop Zone Commander, parce que l'infanterie en milieu ouvert est généralement condamnée à plus ou moins brève échéance. Donc voilà pour le starter set résistance de Drop Zone Commander. Je vais m'arrêter là, puisque ça fait déjà une bonne demi-heure que j'en parle. Et je pense en avoir fait le tour. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça servira à peut-être à motiver des gens pour soit commencer Drop Zone Commander, ou voire même se mettre à la résistance, qui est à mon avis une des très bonnes armées de cet excellent jeu. Voilà, bah écoutez, à plus pour plus de Drop Zone Commander.